Radio Tennis Play. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, les joueurs sont prêts. Un petit peu de silence. Merci. Caron. 8, 9, 10, 11. Mais combien de titres à Roland-Garros va-t-il nous gagner ce diable de Rafael Nadal? 7, c'est fait. Et de quelle manière? Au terme d'une finale face à Novak Djokovic qui restera dans les mémoires. Pour les Serbes, les rêves de Grand Chelem se sont donc envolés. On va bien sûr consacrer l'intégralité de cette émission à ce Roland-Garros de folie et se demander aussi quelles conséquences ce tournoi peut avoir sur la suite de la saison. Chez les dames, Maria Sharapova s'est imposée, comme prévu, j'ai envie de dire, pour rejoindre le club des joueuses ayant au moins remporté une fois les 4 tournois du Grand Chelem. À 25 ans, la revoilà numéro 1 mondiale. A-t-elle les moyens de s'installer durablement? La WTA, en tout cas, en rêve. Pour débattre de tous ces sujets, j'ai évidemment à mes côtés notre capitaine de toujours, Jean-Paul Lotte. Salut Jean-Paul, Bonjour. Pas trop fatigué par ce Roland-Garros de folie? Par quoi? On s'est amusé pendant 15 jours. C'est fatigué en s'amusant. Alors, si tu ne devais retenir qu'une image de ces 2 belles semaines. Eh ben, ne vous en déplaise, c'est l'émotion que la froide Maria Sharapova a dégagée lorsqu'elle a eu gagné sa finale. Je l'ai trouvée bien, et plus que bien, parce que elle était entre le rire et le pleur, elle était entre la joie et une émotion intense qui était provoquée par le fait qu'elle revenait probablement à son meilleur niveau. Et ça m'a beaucoup plu parce qu'elle a une image qui n'est pas toujours très agréable, un peu à cause de ses cris, un peu aussi à cause de son comportement très rigide. Et ben voilà, elle s'est fait aimer du public et j'en suis content. Dans le métier, comme on dit, c'est une légende, mais comme il est modeste, je dirais que c'est un avis autorisé. Vous avez forcément lu ses articles dans l'équipe depuis plusieurs décennies. Philippe Boin est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. Ton image forte de ce Roland-Garros 2012? Moi, ça sera le sourire de Paul-Henri Mathieu. Parce que vraiment, il a tellement souffert pendant 2 ans pour revenir à son niveau. Et de le voir enfin jouer, gagner, et surtout bien jouer, vraiment très bien jouer, avoir le plaisir de jouer, d'être compétitif, c'est je crois quelque chose qui m'a marqué. L'humour et l'ironie sont l'un de ses carburants, mais pas seulement. Philippe Maria de l'équipe est également avec nous. Salut Philippe, merci d'être là. Alors, si tu dois garder un souvenir de ce Roland 2012. Ouais, c'est amusant parce que je ne vais pas être très très original. Là, on n'a pas parlé de jeu, on a parlé d'émotion. Je vais être un peu sur la même longueur d'onde. Moi, c'est hier, c'est une image qui m'a fait sourire. C'est celle de Nadal montant rejoindre son clan et tombant dans les bras de Pau Gasol. Et, le basketteur. Double maître. Et on aurait dit un petit enfant. Il était complètement dans ses bras, on serré. C'était assez amusant et c'était assez émouvant surtout. Certaines femmes connaissent le baby blues. Lui, il va sans doute nous faire un Roland blues. Ouais, c'est tous les jours, Julien 3 jours. Pichenet. 3 jours. Salut Julien. Bonjour. Comment vas-tu? Mal. Alors, une image marquante de ce Roland Garros. Une image marquante, ce serait 4 images marquantes, les 4 balles de match de Tsonga contre Djokovic. Ça fait 4 images. C'est pas mal. Une par balle de match, bah, ça a été le match de la quinzaine quand même. Pareil. Émotionnellement parlant, quand même, ça a été assez loin. Et ça aurait changé peut-être la face du tournoi, en tout cas la face du haut du tableau. Du monde peut-être pas, non, Jean-Paul. Non. Je pense que... Me concernant, j'ai été assez estomaqué et marqué par la furie complète de Nadal au cours évidemment de la demi-finale face à Novak Djokovic. Nadal qu'on avait rarement vu sous ce visage, qui est plutôt un type très sympathique, très souriant, et qui là, voyant que le match commençait à mal tourner pour son neveu, était vraiment complètement dingue au moment où le match a été arrêté par la pluie. J'étais assez estomaqué de ça. Bon, mon quatuor du jour est en place. Le menu, vous le connaissez aussi. Radio Tennis Play saison 1, épisode 19. C'est parti. Radio Tennis Play. Messieurs, à tout seigneur, tout honneur, 7 titres pour Rafael Nadal, Björn Borg effacé des tablettes. Quel regard portez-vous sur cette performance extraordinaire, vraiment dans le sens plein du terme,
Jean-Paul, tu attaques? Oui, je pense qu'il n'avait pas tellement besoin de ce 7e titre pour que tout le monde se rende compte qu'il était le meilleur joueur du monde sur terre battue de tous les temps. Parce que avec la collection... Visiblement, il avait très envie de gagner quand même. Oui, il avait plus envie de gagner, à mon avis, contre Djokovic. Et de gagner Roland Garros que d'avoir un 7e titre, parce que sur terre battue, il n'a plus rien à priver. Pas persuadé de ça. Oui, non, mais chacun peut avoir son avis, et je te serais reconnaissant d'avoir les mêmes avis que moi, de ne pas me contester tout de suite. Donc pour moi, c'est formidable qu'il ait gagné ce 7e titre. Il va sûrement y en avoir, s'il ne se blesse pas, un 8e, un 9e, voire davantage. Ce qui est plus intéressant à mon regard, c'est la capacité qu'il donne, enfin qu'il semble se dégager de lui, de pouvoir dépasser peut-être Federer au nombre des grands chelems à gagner. Il en est à 11, il a 26 ans. Voilà, il a rejoint Borg et Rod Laver au nombre de titres du Grand Chelem remportés. Ne gagnerait-il que 2 ou 3 Roland Garros encore, ça lui en fait 13 ou 14. Et c'est-à-dire, comme il a déjà gagné 2 à Wimbledon et d'autres en Australie, il va peut-être se rapprocher de Federer. Et du coup, deviendrait le joueur le plus exceptionnel de tous les temps, puisqu'il a déjà gagné, lui, aux Jeux Olympiques, et puis la Coupe Davis. Donc, il a tout collectionné. Il a tout gagné, sauf le Masters, Rafael Nadal. Oui, mais comme il a déjà gagné plusieurs Master Series, on peut considérer que... Julien, tu veux y aller sur Rafa? On devient tous d'excellents pronostiqueurs dans l'ère Nadal, parce que tous les ans, on annonce la victoire de Nadal et il gagne, donc... déjà à ce niveau-là, c'est pas mal, finalement, il nous facilite la tâche. On pensait, on avait parié d'ailleurs, Jean-Paul, une victoire de Nadal sans perdre un set. Ah oui. J'ai perdu mon pari, je te dois une entrecôte. Oui. Grande. Grande, pardon. Oui, grande. Il a gagné. C'est devenu, on en parlait hors antenne avec Philippe Boin, tellement logique et attendu, les victoires de Nadal, que finalement, il y a peut-être une déception d'une certaine frange du public aussi. Mais d'un autre côté, il faut l'avouer, c'est extraordinaire d'avoir un joueur comme ça aujourd'hui dans le tennis. C'est sans doute l'un des plus grands sportifs au monde. Je crois que c'est assez indéniable aujourd'hui. Mais j'attends quand même avec impatience, je suis désolé de le dire, et là je vais peut-être décevoir les fans de Nadal, je ne sais pas, mais j'attends quand même avec impatience la défaite de Nadal à Roland-Garros, qui sera un grand moment, quoi qu'il arrive. La prochaine défaite finira par arriver, si elle a lieu, 40 ans. Si elle a lieu un jour. Ce sera de fait un grand moment, oui. Ce sera de fait un grand moment. On peut rappeler, 52 victoires, une défaite en 8 ans sur, on va dire, le central de Roland-Garros, c'est quand même stupéfiant. Lequel des deux, Philippe, veut enchaîner sur Rafael Nadal? De fait, ça sera un grand moment ou ça sera un grand moment de fête? Je sais pas. Pour le type qui est de l'autre côté du filet, oui. Ouais, c'est ça. Non, ce qui m'étonne le plus, moi, c'est qu'on n'a pas arrêté de faire le parallèle avec Borg depuis le début. Et en fait, il arrive juste à l'âge où Borg a arrêté. Absolument. Et là, il est absolument tout neuf. On a l'impression qu'il a envie de tout dévorer. C'est-à-dire qu'il en a déjà 7 dans la musette, et il a 11 grands chelems, et il n'envisage même pas le fait de commencer à penser à la retraite. Quoi. Non. Bon, il pense à ses genoux, à ses épaules. Mais on n'entend plus parler de pépins physiques depuis 3-4 mois. À une époque où l'autre était une sorte de sphinx, il était rincé, il n'en pouvait plus, il avait envie de faire autre chose, peut-être, tout simplement. Et bien, il y a Nadal qui est là et puis qui n'envisage même pas de ne pas revenir dans les 2, 3. On a essayé c'est quelque chose d'assez surnaturel. Plusieurs fois de l'enterrer. Quand il avait perdu contre Murray en Australie il y a quelques années, on commençait à dire qu'il jouait mal, qu'il jouait plus court, qu'il n'arrivait plus à faire un lift, que c'était bientôt la fin. Tony Nadal par derrière dira il n'arrive pas à courir. Et là, il n'est plus du tout question d'enterrer. Rallonger sa balle de 2 mètres. Ça doit pas être facile à enterrer. De son vivant, ça va être facile. Quand même. Il a quand même la malchance d'avoir Djokovic dans son secteur, parce que celui-là est le seul à pouvoir le battre sur terre battue, à part accident. On s'en est aperçu hier, quand même, il n'était pas si loin que ça. C'était pas des accidents quand même. Non, à part accident de Nadal, mais sur les autres surfaces. Mais je pense que Djokovic va peut-être être le joueur qui va lui poser des problèmes, au même titre que Borg a posé des problèmes à Villas à une époque. Il ne pouvait pas passer celui-là parce qu'il y avait Borg. Et bien là, il n'est pas exclu que Nadal ne puisse pas aller aussi loin qu'il le voudrait ou qu'on le pense, parce que Djokovic est dans le coin. Parce que c'est quand même un sacré bonhomme. Est-ce qu'on a déjà vu un joueur dans l'histoire du tennis autant maîtriser son jeu sur une surface donnée comme il le fait? On peut rappeler cette stat,
254 victoires, 19 défaites. Sur gazon, il y a eu quand même des joueurs qui maîtrisaient Absolument. pas mal. Alors, on peut peut-être faire, pour prendre un joueur récent, le parallèle avec Pete Sampras. Est-ce qu'on est dans un Pete Sampras sur gazon? Est-ce qu'on est dans... Oui, sûrement, mais on peut même dire que Borg a beaucoup maîtrisé son époque, mais Borg ne mettait pas la même intensité. La question de Nadal, ce qui est fascinant, c'est son intensité, ce que disait Philippe. Il a une intensité de victoire invraisemblable. Il a une fin de victoire, il veut tout gagner. Il veut gagner à la PlayStation, il veut gagner un tirage au sort. C'est quelqu'un qui est animé par cette violence interne qui est incroyable. Ça l'amène à ce qu'on peut... Moi, ce qui m'a frappé dans sa victoire cette année, il y a deux choses. D'abord, c'est que par rapport à Borg, je trouve que l'adversité à laquelle il a à faire face est beaucoup plus grande, parce qu'il y a des styles d'adversaires. Borg battait ses clones ou ses inférieurs. Les Américains, les grands Américains sont venus un peu plus tard à Roland-Garros, et c'était un peu trop tard pour que Connor soit vraiment performant. Et là, Nadal a quand même eu à battre quelqu'un qui s'appelle Federer, qui a des statistiques sur terre battue à Roland-Garros presque meilleures que celles de Borg, sauf qu'il n'a pas gagné le tournoi, mais il a fait plus de demi-finales. Et puis il est maintenant à battre un Djokovic qui l'a prouvé, comme le disait Jean-Paul, qui a un niveau de jeu incroyable et qui lui propose des problèmes très différents de celui d'un Almagro ou d'un Verdasco, que ce qui étaient ceux que rencontrait Borg, je crois, à son époque. La deuxième chose, c'est que la manière dont Nadal est capable de faire évoluer son jeu. Mais c'est ce qui me fascine. Je suis fasciné. Par exemple, je faisais la remarque pendant la finale que son service est presque beau maintenant. C'est-à-dire qu'il avait un service tout en bras à la Villas, très, très... Et là, maintenant, il a un service qui est esthétiquement un très joli service, un très beau service. Ça commence à être pas mal. Et en vitesse, au retour, il a servi en moyenne au-dessus de 200 dans le dernier épisode du match. C'est très nouveau. C'est quelqu'un qui a été capable, d'année en année, face à l'adversité, à faire évoluer son jeu, et ça, chapeau. Et son revers coupé, il n'aura jamais. Jamais. Son revers coupé, il est magnifique. Il est aussi bon que celui de Federer. Et il passe pour un bourrin, mais Oh. combien de points perd-il au filet? Beaucoup moins que la plupart de ses adversaires, Federer y compris. Mais quand il y vient, il est fait le point. Qui a une capacité... Non, mais il peut se vrai, retrouver en escrime. L'escrime au filet, Nadal ne perd quasiment jamais un point en escrime au filet, même devant Federer, Tsonga et compagnie. J'ai une question à vous poser à tous. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, Rafael Nadal est invincible, pas sur terre battue, à Roland-Garros, sur l'espace des 5-7? Non. Novak Djokovic est capable de le battre. Non, mais si Djokovic a commencé son match avec 2-7 et un break de handicap, s'il commence au départ... 7-2-0 contre lui. Il faut être là tout de suite. Il faut être là tout de suite. Et je pense que Djokovic peut lui poser des problèmes, oui. Parce que si on résume sur une terre mouillée, l'adversité éventuelle de Nadal à Roland-Garros à un seul nom, Novak Djokovic, effectivement, Nadal va encore gagner 4 ou 5 fois. Parce que derrière Djokovic, personne ne semble en mesure. Mais c'est ce qui se passe quand même sur d'autres surfaces. On y reviendra un peu plus tard. L'adversité pour Sampras à Wimbledon, il fallait battre Sampras pour que quelqu'un d'autre puisse battre Wimbledon. Après, c'est Federer. Il fallait battre Federer pour que quelqu'un puisse gagner Wimbledon. Et du temps de Samazeul, il fallait battre Samazeul, qui a gagné 18 fois d'adulte. Il fallait ressortir, Jean-Pierre. Ce que vous disiez avec Julien au départ, c'est quoi? Ce qui me frappe, c'est qu'on en veut presque à certains membres du public français, on voudrait presque à Nadal de gagner tout le temps. Alors qu'on ne s'est jamais posé la question pour Sampras, on ne s'est jamais posé la question pour Borg, et je ne vois pas pourquoi on se la pose pour lui. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Moi, ce que je trouve assez formidable, pour rejoindre ce que disait Philippe, c'est qu'on a vraiment le sentiment que avec Djokovic qui a émergé l'année passée et qui est devenu son principal opposant et qui le battait systématiquement, au fil des matchs, il s'est toujours rapproché avec le boulot, essayer de trouver des solutions, d'améliorer son jeu. Donc, à Wimbledon, l'année passée, Djokovic était vraiment devant. À l'US Open, ça se resserre. À l'Open d'Australie, on ne peut pas faire plus proche. Il avait un break dans le 5e, ça devient un match de dingue. Et là, paf, la bascule. Il arrive à le battre. Et je crois que ça a vraiment été une vraie carotte, ce Djokovic. Et ils ont travaillé là-dessus. Et en fait, c'est comme ça qu'il arrive à progresser et à encore améliorer son jeu, alors qu'il a déjà quasiment tout gagné. Il est hors norme dans sa volonté. Tout vient de sa volonté de ne pas perdre. Il n'arrête pas de le dire. Qu'est-ce que vous avez le plus peur? C'est de perdre. Et je ne veux pas perdre. Il y a une anecdote qui était assez marrante dans un des papiers de la quinzaine de Gaudio. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Oui, je l'ai lu. Ouais. Ça doit être avant son premier titre, en 2005. Il a 16 ans, je crois. Il va à Buenos Aires. Il arrive en finale. Personne ne le connaît contre Gaudio, qui est tenant du titre, qui a gagné Roland-Garros. Vainqueur en 2004 à Roland-Garros. À Roland-Garros. Et à la fin du match, sur un score assez serré, Gaudio gagne, et voit ce gamin qui est en train de, sinon de fracasser ses raquettes, parce que ça, il veut pas le dire, mais qui en pleure, ravagé. Il se dit, mais le type, il est même pas connu, je suis vainqueur de Roland-Garros. Tenant en titre de Roland-Garros, c'est bon. J'en ai bavé des chapeaux à la battre, et il est en train de pleurer. C'est incroyable. On peut également, on en a parlé avec Philippe là, pendant la quinzaine à un moment, on peut quand même rajouter pour que les gens peut-être aient une conscience plus fine de ce bonhomme-là.
on parle toujours de sa qualité de déplacement, on parle toujours de son extraordinaire résistance, de sa vitesse. Il a une perception visuelle et une anticipation qui est au-delà de tout ce qu'on a vu depuis très longtemps. Il court vite, c'est évident, mais je ne suis pas sûr qu'il court tellement plus vite que Djokovic ou un autre. Mais il est toujours là. Et pour être toujours là, il faut voir très tôt. Il faut voir très tôt et puis avoir une réaction à l'avenant pour être sur la balle. C'est phénoménal ce que ce type-là ramène, quoi. Philippe. Alors moi, ce qui m'a frappé aussi, parce qu'on parle tous de l'invulnérabilité de Nadal, mais ce qui est amusant, c'est que pour moi, la finale a montré aussi sa vulnérabilité. C'est-à-dire que pour la première fois, on l'a vu un petit peu perdre les pédales, parce que quand il s'est trouvé dans des circonstances de jeu qui ne lui convenaient pas, quand il convenir, ça paraît un peu futile, qui n'était pas du tout adapté à son jeu, quand il a senti qu'il n'avait aucune réponse au jeu de Djokovic du fait que la balle ne rebondissait plus, là, c'est une des premières fois où je le vois perdre ses moyens au sens propre. Il ne pouvait plus taper dans la balle. Sa balle ne sortait pas de là. Il était complètement perdu parce qu'il se sentait face à une adversité, je pense, qui le dépassait. Qui n'était pas Djokovic, mais qui était les circonstances du temps, de la climatologie. Et les défaites qui précédaient aussi. Et en plus, ça derrière. Mais je pense que là, on a vu aussi que Nadal n'est pas invulnérable. Ouais. Il a su vaincre sa vulnérabilité et donner l'impression d'être invulnérable, un peu comme Borg. Borg était quelqu'un d'extrêmement fragile à l'intérieur, on le sait maintenant, mais qui a réussi à se blinder. Et il lui faut des repères et des choses pour se rassurer, comme tout sceptique. C'est pareil. C'est vrai que ça aurait été intéressant que le match ne soit pas interrompu pour voir s'il aurait réussi à gérer ce problème. Mais c'est vrai que la série de 8 jeux qu'il prend pour perdre le 3e et se retrouver mené d'un break au 4e, ça n'était jamais arrivé à Roland-Garros. C'est évidemment qu'il perd 8 jeux de suite. Il a été favorisé comme c'était pas croyable pendant les 14 jours qui ont précédé. Il a fait chaud, les cours étaient ultra rapides, les balles bondissaient comme jamais. Pour lui, c'est du pain béni tous les jours. Et là, il s'est retrouvé effectivement avec un cours plus lourd, des balles plus lourdes, et un Djokovic, lui, qui s'est frappé plus à plat. Donc voilà. C'est bien de l'avoir fait remarquer, mon cher Philippe. Voilà. Merci, Jean-Paul. Une bonne note. C'est toi qui l'as fait. Je suis capitaine, hein, c'est comme ça. Julien, tu voulais rajouter une chose sur sa conférence de presse lundi, juste après sa victoire, était extraordinaire. La salle de presse était remplie à ras-bord. Une des questions, évidemment, c'est un journaliste espagnol qui l'a posé. Est-ce que vous vous sentez maintenant le plus grand joueur de terre battue au monde ? Oh, non. C'est pas à moi de le dire, non, je pense pas qu'on peut dire ça encore. Il se paye le toupet d'avoir cette modestie en plus quand même, et cette humilité qui est extraordinaire en plus de tout. C'est incroyable qu'il dise ça. Moi j'ai envie de croire qu'en plus elle est pas feinte, quoi. Non, ça paraît pas fin du tout. Je pense qu'elle est pas feinte, mais je pense que c'est aussi un bon moyen de se protéger. C'est-à-dire que c'est un moyen intelligent que beaucoup de champions adoptent, qui est de celle de... C'est une question toujours embarrassante. C'est de ne pas se trouver face à une obligation. Ils n'ont pas d'obligation, ils sont pas les meilleurs, ils n'ont pas d'obligation. Ce qui est amusant, c'est que Federer, lui, n'a pas refusé cette position, au contraire. Lui, on lui a reproché, d'ailleurs. On a tendance à dire qu'il a une attitude qui n'est pas très généreuse pour les autres, mais lui a accepté de dire oui, je suis le meilleur, et je suis l'homme à battre, et il faut qu'à chaque fois que je rentre sur le court, on me batte. Nadal, je ne vais pas dire qu'il se défausse, c'est pas un bon terme, mais se protège un petit peu comme ça en disant non, je suis pas le meilleur. J'aime l'entame de Julien. Entre les deux, il y a Djoko. Il se paye le toupet. C'est magnifique, ça. Il paye le toupet, d'être modeste. Oui, c'est extraordinaire, c'est exactement ça. Et l'année prochaine, il dira en début de tournoi, je fais pas partie des favoris, ce serait formidable que je sois en deuxième semaine. Je suis blessé. Non, il va pas jusque-là, mais c'est un peu ça. La grosse différence, c'est que si Djoko a le même discours que Nadal, personne ne le croit. Oui, c'est ça. Il est très loin. Il y a deux stars absolues, c'est Djoko et Nadal, et puis il y a Djoko et le troisième, quoi. Federer, Nadal sont loin devant. On ne sait pas ce qu'il va dire. En fait, d'ailleurs, à propos de Tony, qui a eu un comportement un petit peu inhabituel, le père de Djokovic, moi je le retiens aussi. Parce il était assis devant moi à 2 reprises sur une... Attends, mais c'est extraordinaire, parce qu'il y avait un monsieur qui était assis, lui, dans la loge de Tiriac, et à chaque fois que ce monsieur criait Rafa ou Nadal, il filait des coups de pied dans le dos de la chaise du bonhomme. Non. Oui, mais des coups de pied en disant... Non, mais c'est pas excessif. Est-ce que je peux donner une anecdote inverse, moi. C'était en 2005, la première année, donc Nadal à Roland-Garros, et il joue en demi-finale contre Federer. Et moi, j'ai été assis dans la tribune de presse qui est en bas, et on est juste à côté d'un des groupes de famille et de support d'un des joueurs. Et on était assis juste à côté de la famille Nadal. Et il y avait donc entre autres son oncle qui s'appelle
comme lui, Rafael, si je dis pas de bêtises, qui était juste à côté de moi. Et à un moment, je me rappelle plus exactement le moment critique du match, Julien me le dira sûrement si je lui demande, mais bon, moi j'ai oublié. Et c'était une balle de break en faveur de Nadal. Balle de break, c'est juste ça. C'est une balle de break. Balle de break en faveur de Nadal. Et là, Federer fait double faute. Et là, dans la plupart des clans du monde, je pense que le père de Djokovic aurait poussé un hurlement de joie. Et là, il y a le tonton de Nadal qui fait « Oh, Roger !» Voilà, et il compatit pour Roger Federer. Donc, c'est une attitude assez différente. Oui. L'autre n'aurait pas compati. Non, je pense pas. Il s'était payé le toupet en 2008 après avoir écrasé Federer de dire j'ai mal pour Federer. Il a fait le même coup avec Monaco d'ailleurs. C'est sincère. 6-2, 6-0, 6-0. C'est dur pour mon pote quand même. Ouais, je pense que c'était une finale quand même qui était avec la nuit, la pluie, qui était quand même très très étrange. Je veux dire, on sentait qu'il y avait nerveusement, on arrivait à des paroxysmes. Je veux dire, la chaise Perrier de Djoko, s'en souvient quand même. Ouais, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu comme ça. Quand même. Parce que dans son année 2011 où il planait, il marchait sur l'eau. Jamais vu comme ça. Quand il marchait sur l'eau. On va y venir. Messieurs, on va refermer. Ouais, je t'ai cassé. On va refermer ce chapitre espagnol et on va passer au dossier serbe, car là aussi, il y a à dire. Radio Tennis Play. Novak Djokovic n'a donc pas réussi son pari. Pas de premier titre à Roland-Garros. Pas de grand chelem à cheval sur 2 saisons. Mais ce qui est incroyable, c'est quand même sans très bien jouer, il a failli y arriver. Il a finalement été à un 1-7,5 de son grand chelem. Bon, on sait aussi qu'il a été miraculé tout au long du tournoi, mené 2-7-0 par Seppi, sauvé 4 balles de match contre Joe Wilfried, son gars, et au bout du chemin, il n'a pas été loin de réussir. Il est quand même étonnant, ce Novak Djokovic. Je n'utiliserai pas le mot miraculé, parce que c'est la façon dont il est sorti de ces dangers-là, ça n'a pas été un miracle, ça n'a pas été un pigeon qui a bombardé une crotte dans l'œil de Tsonga au moment de frapper dans une balle. C'est Djokovic qui s'est sorti de tous ces pièges tout seul, comme un grand. L'attaque de coup 3 de Tsonga prend la bande, si elle est 5 cm au-dessus, elle est dans le corps. D'accord, mais si l'échange ne dure pas, s'il fait pas ce qu'il faut, s'il met pas... Non, je pense qu'il fait pas sentir à Tsonga qu'il est prêt sur tous les points. Il n'a rien lâché, jamais. Et ça, c'est vraiment assez étonnant. La seule vraie bêtise qu'il fait, c'est la double faute au dernier point du dernier jeu, du dernier match. Mais moi j'ai été très frappé, je trouve qu'il jouait pas bien, on l'a tous constaté, il jouait beaucoup moins bien que l'an dernier, mais il a prouvé un caractère, lui qui était plutôt considéré comme un trouillard à un certain moment, et un fragile, et un nerveux, et un égotiste qui avait une image de lui-même un peu trop élevée. Là maintenant il a prouvé qu'il était là, dans toutes les circonstances, et le match contre Tsonga, il a en plus le public sur le dos, donc c'est vraiment pas facile de s'en sortir, il fait quand même quasiment 3 points gagnants sur les 4, on peut vraiment pas dire que c'est un miracle, on est. Jean-Paul, est-ce que tu partages cette analyse? Ce n'est pas que je la partage, je m'y colle. Je la dévore. Mais oui, c'est évident, parce que même le coup droit de Tsonga, qui était tout à fait bien joué, avec un tout petit peu de retenue, il aboutit dans la bande, mais s'il est bon, ça peut peut-être finir le match. Je veux dire, c'est pas un coup de hasard de Djokovic. Il a gagné tout seul. Comment il est revenu sur ses pieds, c'est formidable. Et il a failli revenir sur Nadal. Il lui met 8 jeux d'affilée. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à Nadal une fois dans sa vie de se prendre 8 jeux. Pas sur ce cours-là. Mais en jouant, Nadal d'une part, en ayant les faiblesses que Philippe Boin vient de situer, mais l'autre en le faisant jouer mal au bout d'un moment, parce qu'il accélérait mieux, jouait plus vite, plus court, plus long. Non, il m'a surpris de par la solidité de son comportement des moments difficiles, parce que l'an dernier, il planait sur tout. Il a rarement eu des moments de ce type dans son parcours. Cette année-là, vraiment, à Roland-Garros, il en a 3. Il a Seppi, il a Tsonga et il y a Nadal. Et à un moment donné, il revient sur Nadal. Quand c'était tendu au 4e set, là, on s'est dit, allez, la balle de 5-3, on s'est dit, c'est plié maintenant. Il revient à 5 pattes, à 5 partout. On espère un tie-break. Et il est là. Bon, après, ça s'est remis sur la double faute. C'est pas magnifique. Mais enfin, bon, moi, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment bon sur le plan du tennis. J'aime pas beaucoup son comportement. Il continue à m'agacer avec le nombre. Nadal aussi, d'ailleurs, ils prennent 35 secondes. À chaque point joué, ils prennent 35 secondes. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le règlement. Maintenant, ils prennent en plus, entre chaque service, 15 secondes. Ça devient épouvantable, quoi. On se demande. Moi, j'ai envie de temps en temps de dire, mais jouez. C'est vrai, quoi.
Vous avez vu contre Nicolas de Wilder, le match était programmé sur le Langlen très tard le soir. Il jouait contre la montre et là il n'y avait que 3 ou 4 bons. Donc, il sait le faire. Cela dit, les échanges contre de Wilder étaient un petit peu moins fatigants. Non mais qu'ils prennent un peu de temps après 25 frappes de balle, où ils courent comme des dératés à droite et à gauche, ça ne me gêne pas ça. C'est normal, on laisse du temps. Mais il faut qu'ils prennent 35 secondes après avoir fait un ace, aller s'éponger et faire un autre service, et encore une fois 15 secondes entre le premier et le deuxième, ça fait quand même 1 minute et 20 secondes pour avoir la 3e balle de service, quoi. Je suis comme Jean-Paul, j'en peux plus. Mais oui, ça, il faudra interdire les serviettes, que les joueurs emmènent leurs serviettes et les donnent aux ramasseurs de balles. C'est ce mépris des ramasseurs de balles maintenant. On leur montre, on leur fait du doigt systématiquement comme ça, et on fait ça, puis une fois qu'on s'est essuie, on leur jette la serviette à la tête. Ça va. C'est pour gagner du temps. Mais enfin, c'est scandaleux. Qui se comportent comme des gens civilisés. Un ramasseur de balles, c'est pas forcément un esclave. Et voilà. Julien. Ce qui est extraordinaire avec cette affaire Djokovic, c'est qu'il a étonné tout le monde pendant ce Roland-Garros, il faut le dire. Il est revenu maintes et maintes fois de situations extrêmement périlleuses. Et d'un autre côté, tout le monde reconnaît qu'il joue moins bien qu'en 2011. Donc il étonne, mais on reconnaît qu'il joue moins bien. C'est incroyable. Les raisons de ce coup de moins bien de Djokovic en 2012 sont assez difficiles à définir. Et il m'a fait penser à Andy Murray, moi, Novak Djokovic, par moment. Il traîne un petit peu la patte et il est long au démarrage. Dans les membres du Big Four, c'est toujours Andy Murray le plus long à démarrer, un des 4. Il perd souvent les premiers sets, surtout en Grand Chelem, même en première semaine contre des joueurs de seconde catégorie. Et là, c'était un petit peu ça, quoi. Et on a revu ça à la reprise lundi de la finale. Il a été un petit peu plus long que Nadal à démarrer. Et ça, l'année dernière, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas chez Novak Djokovic, qui était capable de faire des scores extrêmement sévère, de démarrer comme le fait à Rafael Nadal, tout de suite à une cadence infernale un match. Et là, qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est que l'an dernier, il planait sur un nuage et il n'y avait pas de faiblesse du 1er janvier au 31 décembre. Donc c'est une année qu'on met à part. Nadal en a eu, Federer en a eu. Ils ont chacun une année où tout est exceptionnel. Mais alors, non, je suis un peu partagé, moi, pour cette histoire, parce que, quand même, les autres joueurs ne jouent pas mal, hein. Quand on voit les 2 premiers sets de Nadal contre lui, c'est vrai qu'il ne joue pas exceptionnellement bien, mais on en parlait, là, la puissance des frappes, la rage avec laquelle il rentre dans la balle. Tu crois avoir fait un point en le débordant, il te faut un coup droit à 1000 à l'heure le long de la ligne, etc. Je veux dire, la qualité de jeu qu'on voit se développer sur les courts est un peu différente de ce qu'on voyait. Almagro contre Nadal au premier set. C'est pas Nadal qui joue mal, il joue bien, mais Almagro a une réussite exceptionnelle sur la 3e et la 4e frappe. Après, il cale, mais ça va à 1000 à l'heure. Et puis ce Seppi, là, qui servait magnifiquement bien, qui a envoyé des missiles de tous les coins du court, qui a mis Djokovic un peu en défense, il a été pris un peu à la gorge. Donc, au début, il se passe des choses. Est-ce que je vais passer ? Je suis mené. Enfin bon, le temps de se régler dans la tête, et puis ils viennent. Donc, il y a des hauts et des bas dans leur manière de jouer, provoquée souvent par les autres joueurs. Mais ce qui est fascinant, c'est que ce Djokovic-là, qui n'avait jamais été plus loin qu'en demi-finale, se retrouve avec tous les matchs et toutes les difficultés qu'il a eues en finale, prêt éventuellement à croquer même Nadal. Donc, il joue peut-être moins bien que l'an dernier, j'en sais rien, mais il est là, le bonhomme, hein. Ouais. Est-ce que vous avez peur des conséquences de cette défaite pour Novak Djokovic ? Je plaisantais tout à l'heure avec le Roland-Garros blues de Julien. Est-ce qu'il pourrait y avoir un échec Grand Chelem blues pour Novak Djokovic ? Ça va être difficile de jouer aussi bien à Wimbledon puis à l'US Open que ce qu'il a fait l'année dernière, mais bon, je crois pas, non. Je pense qu'il a prouvé à Roland-Garros qu'il a des... Au contraire, moi je le trouve beaucoup plus intéressant cette année que l'année dernière. Parce que ça va sans doute peut-être pas se représenter pour lui. Et on sentait quand même que même s'il ne jouait pas aussi bien qu'il l'aurait voulu, qu'est-ce qu'il avait envie de le gagner, ce Roland, pour faire ce grand chelem. Oui, mais je crois qu'il y a l'orgueil du champion qu'on a vu qui devrait lui permettre de se redresser. Moi, ce qui m'a frappé cette année, c'est que j'ai l'impression qu'il a été un peu victime de phénomène de satiété, parce qu'il avait atteint l'an dernier quasiment tous ses objectifs. Il a attaqué l'année sur le même rythme, et Melbourne sûrement lui a coûté beaucoup d'énergie, et on a vu un joueur qui, jusqu'à Roland-Garros, avait l'air d'être un petit peu moins concerné par ce qu'il faisait. Et ce qui, moi, m'amène à me dire qu'on a un peu oublié ce qu'a fait Federer pendant 3 ans. Parce que ce que Federer a fait pendant 3 ans, c'est se maintenir en permanence, à la pointe du tennis, match après match, avec
période d'invincibilité invraisemblable, on voit maintenant combien c'est difficile. Alors certes, Federer n'avait pas Nadal et Djokovic en face de lui à l'époque, ce qui tempère un peu le constat, mais je pense que tout champion, une fois qu'il a atteint grosso modo le plus gros de ses objectifs dans un premier temps, il y a un moment où il passe par un plateau, il faut qu'il trouve le ressort, et il aurait pu le trouver pour ce Roland-Garros, il l'a sûrement trouvé pour ce Roland-Garros, mais j'ai l'impression qu'en baissant un peu le rythme entre Melbourne et Roland-Garros, il s'est retrouvé devant Roland-Garros un peu comme une vraie montagne, là, avec cet objectif qui lui a un peu obscurci la vue, et qui a pu lui poser des problèmes. Moi je pense que maintenant, je vois mal un Djokovic partir en déprime et aller à se mettre les pieds dans l'eau. Est-ce qu'il n'a pas le genre du garçon. Non. Est-ce qu'il n'a pas payé le fait de se dire mon objectif c'est Roland-Garros et peut-être de laisser un petit peu filer les semaines précédentes? Est-ce qu'il n'a pas suffisamment gagné avant d'arriver à Roland en se disant quand même malgré tout j'ai de la marge, je vais gérer, je sais pas, et qu'au bout du compte, j'ai de la marge. Il avait marché en Australie, il avait fait un gros break, on l'avait quasiment pas vu jouer, hop, il est arrivé, il gagne l'Australie. Donc je pense qu'il avait un petit sentiment, je pense qu'il a eu un petit sentiment de supériorité, je pense qu'il a peut-être... Et puis il a eu des petits ennuis quand même sur la terre battue, Monte-Carlo. Alors on ne sait pas quelle est exactement la portée du décès de son grand-père, qui semble l'affecter beaucoup. Pourquoi pas, hein, je veux dire, je vais pas revenir là-dessus, mais c'est vrai qu'il joue pas. Et là, il fait un non-match en finale contre Nadal, ça ne compte quasiment pas. Et après, s'il s'étiole un peu... Un non-match, mais il est pas loin. Oui. Non, moi, je pense que c'est plutôt une question de manque de repères sur terre battue. Enfin, c'est que la terre battue a beau être une surface relativement naturelle pour lui, parce qu'il est européen et qu'il a joué pas mal dessus, c'est quand même pas la surface sur laquelle il a le plus de repères, et il a dû vouloir jouer le jeu de se préserver. Et en se préservant, il a peut-être manqué un petit peu de peaufinage de ses réglages, qui fait qu'une fois qu'il s'est trouvé devant l'adversité vraiment à Roland-Garros, avec en plus l'objectif à atteindre, ça lui a pesé, à mon avis, pas mal sur le dos. Mais bon, c'est une hypothèse. Bah ouais, moi je trouve qu'avec son orgueil de champion, quand même, se dire qu'il pouvait accomplir quelque chose que Connors n'a pas fait, que Federer n'a pas fait, que Nadal n'a pas fait, et finalement les coiffer un petit peu en passant un petit peu par la porte de derrière, parce qu'il a gagné moins de grands chelems que tous ces autres joueurs. Je pense que quand même l'envie devait être folle, et que ça a joué sûrement dans ces mauvais départs de match. Mais ce qui avait été sa force l'année passée, c'était justement de toujours bien jouer sous pression, de toujours bien jouer les balles de break, de toujours bien jouer les fins de set, et c'est ce qui avait réussi, c'est ce qui lui a permis de faire une année 2011 exceptionnelle, et que là, maintenant, dans ces moments-là... C'est ce qu'il amène en finale, quand même. Voilà. C'est ce qu'il amène en finale, il faut ajouter quand même qu'il a rencontré un Nadal qui était bien meilleur que le Nadal de l'an dernier, parce que on est tous pareils. Moi, je me rappelle, après avoir vu la plupart des défaites de Nadal, je me disais, je vois pas comment il va pouvoir désormais battre Djokovic, comme on connaît tous les périodes Lendl-Connors, où Connors dominait Lendl, et puis Lendl a pris le dessus sur Connors. Je me disais, c'est un peu quelque chose comme ça, où là, tactiquement et techniquement, Nadal n'a pas les moyens de répondre, et puis Nadal les a trouvés, et ça pose un autre problème à Djokovic aussi maintenant. C'est une nouveauté dans son paysage. Ils sont jeunes, hein, ils ont 25 et 26 ans, donc en pleine possession de leurs moyens. Avec ceci, peut-être à l'avantage de Djokovic, c'est qu'il a progressé vers le plus haut niveau plus tard que Nadal. Hein. Il n'y a que 2 ans qu'il est vraiment là pour embêter à la fois Nadal, à la fois Federer et ça. Donc on peut imaginer que lui aussi va encore progresser, c'est tout à fait possible sur un certain nombre de plans, et ma foi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que peut-être que le problème de Nadal, sur les 3-4 années qui vont venir, pour accomplir ce qu'il aurait envie d'accomplir, c'est-à-dire battre Federer au niveau du nombre de grands chelems, ça sera peut-être Djokovic. Allez, on va clore le chapitre serbe et on va s'attaquer à la 3e partie de cette émission. Quelles conséquences ce Roland-Garros peut-il avoir sur la suite de la saison ? Radio Tennis Play. Rafael Nadal est donc le roi de Roland-Garros. Novak Djokovic est évidemment toujours le numéro 1 mondial. Cette semaine, 2220 points les séparent au classement. Roger Federer est juste derrière en embuscade. Au-delà de la comptabilité, est-ce que Nadal n'a pas repris un ascendant psychologique sur le Serbe pendant cette saison sur terre battue, un ascendant qui pourrait lui permettre d'y croire sur les autres surfaces et de retrouver la place de patron du tennis mondial? Philippe, je te sens bouillant sur le sujet. Non, pas bouillant, mais ascendant psychologique, oui, probablement, parce que disons qu'il n'a plus le complexe. C'est pas forcément l'ascendant, mais il s'est débarrassé du complexe qu'il était en train de faire à la fin de l'année dernière, je pense. Et puis, il a trouvé des réponses techniques et tactiques. C'est-à-dire que l'an dernier, il était complètement débordé par la prise de balle précoce de Djokovic, qui a toujours été son problème. Lui, on peut lui taper fort dessus, mais s'il a le temps de s'organiser, Nadal, il avait la réponse.
quand on lui tape fort dessus, mais surtout très tôt, et qu'il n'a pas le temps de s'organiser, c'était ça son problème. Il a répondu à ça. Donc maintenant, il se sent forcément beaucoup plus fort, et psychologiquement, et surtout tactiquement et techniquement. Alors je disais qu'il y a 2220 points d'écart entre les deux joueurs. C'est beaucoup et pas beaucoup. On sait que quand on gagne un grand chelem, c'est 2000 points. Toute la un saison Master est relancée, Series, c'est 1000 points. Donc ils sont relativement proches, tout en sachant que Novak Djokovic est tenant du titre à Wimbledon, tenant du titre à l'US Open. Donc il va avoir beaucoup de points à défendre. Ça nous promet un été passionnant. Nadal peut revenir numéro 1. Federer est peut-être un petit peu écarté de la course, mais il est toujours là. Quart de finaliste à Wimbledon l'année dernière. Qui arrive, c'est les meilleurs résultats de début de saison aussi, Federer, depuis la fin de l'année avec les deux autres. Je ne sais pas si, en dehors des grands chelems que l'un et l'autre ont gagné, Federer n'a pas une moisson plus régulière de victoires. Hein, donc il est là. Et là, il suffit d'une victoire de Federer à Wimbledon pour que tout soit relancé. Et c'est possible. Enfin, oui, mais est-ce que justement, vous n'avez pas le sentiment que le Big Four est en train de se scinder, qu'il y a c'est le Big Three là pour voilà, il y a un duo, Djoko, Rafa, Federer un cran derrière et l'ami Murray, il est c'est deux, l'impression trois qu'on crans a derrière. eu à Roland-Garros, mais moi j'ai l'impression que Roland-Garros, Federer n'était pas très passionné par Roland-Garros cette année. J'ai le sentiment, j'ai cru entendre des petits bruits de couloir disant que il n'était pas forcément très prêt pour Roland-Garros et pour jouer à Roland-Garros. Il est joué un grand tennis. Et je pense que moi, il avait un problème physique parce que dès le match contre Mahut, il m'a paru extrêmement suspect dans ses déplacements et on l'a retrouvé presque impotent. Contre Goffin, il n'était pas très bon. Et ensuite, on l'a trouvé presque impotent en demi-finale. Donc, mais Federer, s'il est en bonne forme, s'il arrive à se retaper pour Wimbledon, je pense que le passage Wimbledon, Jeux Olympiques à Wimbledon, c'est un truc qui l'obsède. Et gare, voilà. Il a dit aux journalistes allemands qu'il avait mal à la hanche. Oui. Donc, bon. Mais c'était assez net depuis le début du tournoi. Il était, disons que Federer, qui est quand même, à mon avis, avec Nadal dont on vient de parler, celui qui a le meilleur jeu de jambes d'approche de la balle, a fait des dizaines de cadres, je ne veux pas dire des bois, puisque les raquettes sont plus en bois, sur les 3 derniers matchs que lui j'ai fait. C'est incroyable, en coup droit et en revers. Généralement, il les fait en revers, ça on le sait. Mais là, on a fait autant en coup droit. C'est quand même un problème dont on a intérêt... qu'on a intérêt à prendre en compte, parce que Federer qui fait un bois tous les 3 coups, c'est anormal. Donc voilà, il y a sûrement eu un problème physique quelque part. Julien ? Oui. Il ne faut pas réveiller Julien comme ça brutalement, il va être méchant. Il s'est couché un peu tard, Julien. C'était la soirée clôture de Roland Garros. Il fallait dire au revoir à tout le monde, tout ça, oui, c'est un peu terminé. Voilà. Il a bien son Roland Blues. Il en a des amis. Mais il y a la saison sur gazon qui reprend tout de suite, et c'est ça qui est formidable. Merci aux Queens et à Halle. Elle reprend s'il ne pleut pas. Oui. S'il ne pleut pas, il pleut à Londres en ce début de semaine, mais ce Wimbledon va être intéressant. Nadal va-t-il rester sur sa dynamique de Roland ? Comment va réagir Djokovic ? On le voit, il est malmené en première semaine contre ses pieds à Roland-Garros, mais s'il rencontre un Raonic ou un gars comme ça en 8e de finale à Wimbledon, il va se dire quoi, le Canadien ? J'ai mes chances, moi, Sepi, je suis meilleur que lui, voilà, moi je vais enfoncer le clou au bon moment. Donc c'est intéressant, il y aura les Américains à surveiller, Isner et les autres, ça peut être intéressant, et j'espère que Wimbledon ne va pas se résumer qu'à 3 ou 4 noms, mais il peut vraiment se passer quelque chose. Au-delà de Wimbledon, est-ce que vous pensez que ce que Djokovic a fait l'an passé, c'est Nadal qui pourrait le faire en 2012 et là enchaîner un Wim, l'US Open ? Non, mais je pense qu'il y a quelque chose de neuf cette année, enfin d'exceptionnel cette année, c'est les jeux. Et je pense que ça va troubler un peu tout. Ça va fatiguer certains organismes aussi. Oui, parce que je veux pas dire qu'ils sont un peu blasés par Wimbledon ou par l'US Open, c'est pas vrai, c'est des titres du Grand Chelem, ça. Mais cet appétit pour aller chercher en plus à Wimbledon, dans un cadre avec des maillots, on va les voir en couleur quand même, on va les voir avec des maillots bleus, ça va être assez amusant, on ne va plus jamais le revoir à Wimbledon. Mais ils ont une telle envie de ça que leur couleur nationale. Ils ne je veux pas dire que ça va jouer sur sur Wimbledon, mais sur le reste de la saison, sur l'US Open, moi je pense que c'est à peu près certain que, parce qu'ils vont pas jouer les Master 1000 derrière, ça va tout chambouler sur la fin de saison, ça risque de faire une fin de saison un peu étrange. Je vois que tu acquiesces. Oui, j'acquiesce que selon mes confrères espagnols, le grand objectif de Nadal après Roland Garros, c'est pas Wimbledon, c'est de faire un doublé de médailles au jeu, une en simple, une en double. Et que, quelle que soit la couleur, paraît-il, il veut faire aussi une médaille en double. Je pense que dans son cas, c'est plutôt l'or. Il joue en double avec son copain Marc Lopez. Marc Lopez, avec lequel il s'entend très bien, et il met plus d'emphase sur les jeux que sur Wimbledon,
d'après les confrères. Là, après, sont-ils vraiment bien informés et Nadal est-il capable de faire l'impasse sur quoi que ce soit? Ça, c'est un autre problème. Donc je précise, Marc Lopez est un très bon joueur de double, qui est un ami d'enfance de Nadal, et Nadal, de temps en temps, quand il peut, joue en double avec Marc Lopez sur les tournois, et donc ils joueront ensemble. Et ils gagnent parfois les tournois. Absolument, et même des Masters 1000. Ils joueront ensemble pour défendre les couleurs de l'Espagne au JO. Jean-Paul. Ça donne en tous les cas raison au regretté Philippe Chatrier, qui lorsqu'il a ramené le tennis au jeu avait été conspué pratiquement. Tout le monde se disait qu'est-ce que le tennis vient faire là. Et aujourd'hui on se rend compte, ça a mis un peu de temps à vraiment se mettre en place, mais aujourd'hui, et c'est tout à fait ce qui vient d'être dit, c'est que l'objectif principal des semaines qui vont venir, ce ne sont plus forcément les grands chelems, c'est la médaille au jeu, et c'est pas seulement valable pour Nadal ou Federer ou Djokovic, c'est Murray, il est embusqué celui-là. C'est chez lui en plus. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire à Roland-Garros? Mais c'est incroyable, quoi. À faire plaisir à Lendl. Enfin, quand même, quand on se traîne sur le court, enfin, il y a 3 solutions. Ou on a mal et on ne joue pas. Bon, c'est acceptable. Ou on a un peu mal. Qu'il avait failli abandonner au premier tour contre ou on a Jarko un peu Nieminen. mal et on ne le montre pas. Ou on n'a pas mal du tout. Et alors là, ce qu'il a fait, c'est impardonnable, quoi. Mais je pense qu'il y a une raison simple, c'est que Lendl l'avait menacé de l'enfermer dans son chenil s'il jouait pas. C'est la seule raison que je vois. Avec les 4 German Shepherds. Avec ses Ivan camarades bergers Lendl allemands. élève des bergers allemands dans sa propriété du Connecticut. Voilà. Il a 4 filles et 4 bergers allemands. Voilà. C'est toujours par 4. Et Pete Sampras, qui avait passé 15 jours chez Ivan Lendl, n'en est toujours parmi. Hein. Pavel Stosil non plus, non. Son ancien copain de Coupe Davis. Le chien de Gasquet, c'est de l'élevage Lendl ou je pense pas. Je sais pas. Ça serait un peu dangereux. Ni l'un ni l'autre ne rejouent tellement ils ont été mordus. Non, mais le calendrier est très intéressant cet été. Le doublé Jeux Olympiques US Open n'a jamais été fait. Bon, il n'y a pas eu beaucoup d'éditions des Jeux Olympiques, donc je pars un peu sur des stats en bois là. Mais t'inventes une stat là. Bah non, mais Nadal en 2008 n'atteint pas la finale de l'US Open, etc. Donc ça va être très difficile pour le vainqueur, le médaillé d'or des Jeux. Ça se joue en août. Après, il faut enchaîner tout de suite sur une autre surface, partir aux États-Unis un petit peu à l'arrache, beaucoup plus tard que d'habitude. Donc ça va être très intéressant de voir quels sont les joueurs qui vont s'en sortir et pourquoi pas on assistera peut-être à des surprises. Ouais. Même au jeu, cela dit. Hein. Même au jeu, c'est pas en 5-7. Hein. Voilà. Pour cette bataille au sommet, je voulais quand même qu'on glisse un mot de Jo-Wilfried Tsonga, parce que la semaine dernière, on n'a pas pu parler de lui puisque le match contre Djokovic n'était pas joué. En revanche, est-ce que vous avez le sentiment qu'après ce Roland-Garros étonnant, il peut venir se mêler, c'est peut-être un bien grand terme, à la bataille au sommet, mais qui peut vraiment s'en rapprocher et de temps en temps vraiment jouer les troubles fêtes dans les rendez-vous majeurs? Ce ne serait pas un trouble fête, ce serait plutôt la fête pour nous. Mais bon. Non, oui, moi je crois qu'il a retrouvé le côté agressif qu'il avait un tout petit peu perdu il y a 2 ans, qu'il a retrouvé l'ambition. J'aime bien aimer ses propos après sa défaite, quand il a accepté d'endosser toutes les responsabilités de tout. Oui. C'est pas si courant chez les joueurs français. Hein. Si j'ai perdu, c'est que je ne suis pas assez fort. Exactement. Et puis il a dit des choses vraies. Il avait dit avant des choses vraies. Il a eu le courage de dire qu'il n'y avait pas un Français qui allait gagner Roland-Garros. Bien sûr, tout le monde le sait depuis 30 ans, mais jamais personne n'ose le dire. Et mettre des mots sur les choses, c'est les admettre, leur donner une réalité. Et en même temps, se faire en sorte qu'on veuille changer cette réalité. Et on sent chez Tsonga cette volonté. Et on a vu contre Djokovic que même s'il n'est pas peut-être encore tout à fait au point, il a conservé ce pouvoir de bousculer tout le monde. Mais ça, malheureusement, je ne pense pas qu'il puisse le garder toute l'année. Mais sur certains tournois, dans certaines occasions précises, je pense qu'il devrait être capable de jouer des coups, j'allais dire, à la Noah, qui était resté pendant des années dans les 10 premiers, qui a gagné une vingtaine de tournois, 24 si je ne dis pas de bêtises, 23, tu ne dois pas compter une exhibition, un truc comme ça, voilà. Mais 23, et qui faisait peur à tous les grands. Quand il se retrouvait contre Noah, il disait « Aïe, qu'est-ce qui va m'arriver ?» C'était une fois sur 4, mais la fois sur 4, ça faisait mal. Et je pense que Tsonga avait perdu ce potentiel de faire mal aux grands depuis quelques temps, et ça revient. Il l'a eu contre Federer l'an dernier à Wimbledon, c'est très bien, mais je pense qu'il peut l'avoir plus régulièrement dans les grands tournois. Et tu l'as dit, Philippe, il a dit des choses très, très intéressantes après sa défaite contre Djokovic, mais il a quand même eu 4 balles de match contre le numéro 1 mondial en quart de finale à Roland-Garros. C'est quand même une défaite qui peut foutre un moral en l'air, ça.
On a le sentiment qu'il l'a. Oui, on a l'impression. Non, mais qu'il- justement, pour le Léon, moment, plutôt la pas manière mal, dont le il coup, gère- il avait Enfin, c'est la voix quelqu'un qui qui n'a pas tremblait. encore gagné grand-chose non plus. Hein. Donc, Non, mais on en a vu. Ah, mais combien de fois On en a vu des joueurs qui Combien de fois on entend des joueurs dire j'ai sont pas eu de partis en vrille chance, j'ai eu après 4 une balles de défaite match. Ça, il ne l'a pas dit. Et Ouais, ça, le c'est simple vrai. fait qu'il Ouais. n'ait pas dit ça, c'est un signe formidable. Ouais. Après, peut-être que quand il a vu la production de Federer en demi-finale, il a peut-être eu des regrets. Sûrement eu des avec, regrets. avec des si, évidemment. Il a eu Mais- d'énormes c'est regrets. pas- Il a eu mais là, d'énormes je pense regrets. qu'il a pas fini de- il a Mais pas ces fini de regrets vont lui mastiquer. faire du bien, j'ai l'impression. Il y avait un côté 20 ans après le Vengeur masqué, il faudrait trouver un autre terme là, pour le parcours de Tsonga cette année, parce que c'était pas mal. Il parle de pêche au mois de mai, j'ai envie d'être avec mes potes. masqué, et Henri d'aller- Lecomte. Ouais, non, un là, 12. il faut trouver un truc. Là. Le gars, il arrive, aucun Français gagnera Roland. Il est en avance quart. masqué. Il est à 4 reprises à 1 point de battre Djokovic et d'être en demi. Non, mais ça aurait Et été surtout, extraordinaire. il se sort d'un guépier terrible contre Wawrinka. Ah oui. En plus, Parce qu'en dehors de ce extraordinaire. formidable match qu'il fait contre Djokovic, sur le plan tennistique, il y a eu un formidable match sur le plan mental contre Wawrinka qu'il a beaucoup Il écrase malmené. Fonini au tour d'avant, qui est quand même un spécialiste bien installé maintenant. Content de terre sortir du match. Je vais contre même Wawrinka. sortir de là, je veux dire, ce qui est quand même un des éléments qu'on gardera de ce Roland Garros, c'est les Français dans leur ensemble. Je veux dire, Tsonga, c'est formidable ce qu'il a fait, mais moi, franchement, ça fait très très longtemps que je ne les ai pas vus se dépouiller comme ça en première semaine, parce que c'est des victoires morales. Bon, Mahut qui bat Roddick, c'est pas le vrai Roddick, mais il s'accroche. Mathieu, c'est quand même formidable. Même Razzano, c'était... On a eu une Clément, quinzaine qui Mahut, s'accroche. oui. Clément, je veux dire, Formidable. bon, c'est les vieux, mais ils sont ils là. ont mis sur la table des choses qu'on n'avait pas vues depuis bien longtemps. Puis ce qui est Trop très longtemps. agréable, juste pour... parce parce qu'on que va je pense à devoir Roland avancer. Garros en avance, c'est que ce tournoi qui a été formidablement animé par les Français jusqu'au lundi, ce tournoi a eu un coup de chance fantastique avec la pluie. Qu'est-ce qui pouvait mieux tomber pour faire comprendre aux gens qu'il est temps qu'on ait un toit qui se couvre, qui couvre le cours, je veux Mais dire. je pense que c'est la fédération qui l'a organisé pour faire voir aux riverains, aux fameux riverains du 7e allez avoir des arrondissement, embêtements que pour un un jour jour de c'est plus. peut-être chiant, mais 2-3 jours de plus pour avoir des crottes de chiens, ils peuvent plus. On À peut plus l'inverse, promener c'est le parce qu'il chien. n'y a pas de toit qu'on a eu une finale formidable. Voilà. hein. J'allais dire, de l'autre côté, chaque fois qu'on se plaint de la pluie, mais il y a des tas de grands matchs dont on se souvient qui ont eu lieu sous la pluie. On en parlait avec Julien, le Lendl-McEnroe 88, certains matchs de Becker sous la pluie contre Venéa sur le tous les Langlaine. scénarios, là, on refait tous les tableaux. Il y a vraiment des choses passionnantes. Bon, messieurs, on va devoir passer au dernier chapitre et on va rendre hommage à la nouvelle Miss de Roland Garros que Jean-Paul aime tant, Maria Sharapova. Radio Tennis Play. Elle l'a donc fait, Maria Sharapova. Elle a réussi son pari de remporter Roland Garros en battant la jolie surprise, l'Italienne Sara Errani en finale, et de compléter ainsi sa collection de titres du Grand Chelem, comme une Serena Williams, une Steffi Graf, une Martina Navratilova, une Chris Evert, une Billie Jean King ou une Margaret Court pour prendre l'Air Open. Quel regard portez-vous sur cette demoiselle de seulement 25 ans ? Jean-Paul, qui en est quasiment amoureux. Non, pas vraiment. J'étais amoureux de Graf, ça tout le monde Ça, le on sait, sait bien. mais non, je dois dire que hein. j'en ai eu tellement assez, d'ailleurs je ne fais que me répéter, parce que le nombre d'invectives que j'ai lancées en disant mais assez, toutes ces critiques concernant le tennis féminin, les filles sont à un moment de leur tennis où il n'est pas facile de se faire aimer parce que dans le temps, je le répète, on faisait 15-20 échanges à 4 mètres au-dessus du filet, on leur disait on va pas les voir parce que c'est barbant. Aujourd'hui, elles rentrent dans la balle comme les bons hommes, elles jouent en 2, 3, 4 échanges. Ça fait C'est longtemps vrai. déjà, Jean-Paul. Non, mais aujourd'hui et hier, et on ne supporte pas de leur voir faire des fautes. Alors, j'étais un peu mitigé pour ce qui concerne Sharapova. Je voyais assez Errani au quart de finale. Je me suis dit, elle va peut-être gagner celle-là. Et j'ai refait marche arrière parce que quand Sharapova a gagné son match en 3-7 contre Kvitova, qui n'était pas un très bon match, il faut l'avouer, la manière dont elle joue par la suite en finale, c'est formidable. Elle a retrouvé un tennis de championne, elle dominait, elle était contente de gagner, on le sentait. Et je dois dire que si on a une numéro 1 mondiale qui s'appelle Sharapova, avec le tennis qu'elle a, elle est capable de produire, on peut s'en contenter parce que ça joue quand même très bien au tennis. Ouais. Enfin, c'est le De terme. toute façon, on n'a pas trop le choix. Non.
moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur le table sans contenter. Philippe Oui, B. non, Moi, je c'est suis encore plus amoureux de Sharapova que Jean-Paul Lotte pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, je pense que c'est très bon pour le tennis féminin. Je vais Non, mais- sortir. Je 5 minutes. D'abord, je pense que cette victoire est très bonne pour le tennis féminin, le fait qu'elle repasse numéro 1, parce qu'elle va soulager les gamines derrière de ce devoir d'être numéro 1 à leur tour, qu'elles ne supportent pas. Visiblement, Wozniacki s'est carbonisé à ça. Azarenka risquait de s'y carboniser. Kvitova n'est pas encore. Donc, je pense que le fait que Sharapova soit devant, ça va être très bien pour elles auront une cible. Mais pour Sharapova, moi, je l'ai prise pendant plusieurs années comme une blonde, dominée par un père sanguinaire, un exploiteur de petites filles, de petites blondes. Et jusqu'au jour où je l'ai vu perdre contre Williams une finale de l'Open d'Australie, je suis allé à sa conférence de presse et que j'ai été sidéré. Pour la première fois, j'entendais une fille qui perdait en finale rendre hommage à la gagnante, parler exactement comme un Federer ou un Nadal pourrait parler du match, alors que d'habitude c'est la soupe à la grimace et c'est j'ai pas eu de chance et j'ai mal joué et l'autre est pas bonne. C'était la première joueuse qui m'a donné l'impression d'être capable de prendre de la distance par rapport à ce qu'elle faisait, pas tomber dans l'émotionnel et accepter la victoire comme une championne. Et ensuite, je suis admiratif de la manière dont elle a fait évoluer son jeu et comment elle est revenue après une blessure dont on ne revient pas souvent. C'est-à-dire qu'elle joue sans service. Rappelez-vous comment elle jouait avant. C'était un service et puis un grand coup droit, un grand revers, c'était fini. Là, son service, il est crapoteux par rapport à ce qu'il était. Elle a appris à jouer. Elle a appris à faire des lifts. Elle a appris à se positionner sur le court. Elle bouge beaucoup mieux. C'est pas encore extraordinaire, mais elle fait un 88. Pour ce qui est de la terre battue, elle bouge aussi bien. À l'échelle, elle bouge presque aussi. C'est pas glissé. Bah si, elle a glissé. Ça veut rien dire. Alors moi, j'ai été sidéré. En finale, pardonne-moi, sur des débordements d'Errani, elle a réussi à glisser, à faire des remises, à se replacer et à gagner le point derrière. C'est quelqu'un qui a fait évoluer son jeu et qui est une championne. De toute façon, cette histoire de savoir glisser ou pas glisser, on accorde une importance tellement considérable à cette histoire-là. Mais enfin, ça ne veut rien dire. C'est une question de coup d'œil, de perception. Parce que vous arrivez à 80 cm d'une balle, vous savez que la vitesse de votre déplacement va vous permettre de glisser sur 30 ou 40 cm, ou 10 ou 15 ou 20. Je veux dire, c'est de ça dont il s'agit. Et la glissade en tant que telle, elle est calculée par rapport à l'humidité du terrain, à la sécheresse du terrain, etc. Donc c'est important, mais c'est pas ça qui fait gagner les gens sur terre battue. Non, allons. C'est quand même un plus si on sait le faire sur terre battue. Oui, c'est une obligation. Moi, je trouve que la plus belle glissade, c'est sur la balle de match. Quand elle se met à genoux, il n'y a pas de match. C'est effrayant d'avoir des bons hommes. Exactement la même chose. Bah non, vous avez vu la vidéo? Elle est extraordinaire. Sur ces 4 titres du Grand Chelem. Elle fait exactement le même geste au même moment. C'est comme ça qu'elle le vit. Voilà. Borg faisait la même chose à chacun de ses. Moi, j'aime bien son nom. Moi, je trouve qu'avec un prénom pareil, elle peut pas être mauvaise. Julien, on ne t'a pas entendu sur la Miss Sharapova. Je regardais. Tu es sous le charme aussi? Je suis sous le charme de l'admiration de Jean-Paul Lotte et Philippe Bouin pour ce tournoi féminin qui n'a pas été passionnant. J'ai pas dit pour le tournoi, j'ai dit pour Maria Sharapova et aussi pour Errani, parce que franchement, on est quand même loin de la grande époque du tennis féminin. C'est le prix de consolation, il faut arrêter. Écoutez, Errani, c'est une très bonne joueuse de tennis. Mais oui, qu'est-ce qu'il n'a pas plu, Philippe? C'est Sharapova ou c'est le tournoi féminin? Non, mais Sharapova, je lui reconnais quelque chose, c'est justement que c'est une championne, à la différence d'une Anna Kournikova. Voilà. Ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui a viscéralement envie de gagner et qui fait des efforts. C'est l'environnement, la concurrence. Alors j'ai été de ceux qui avaient fait un pari sur Kvitova en début d'année, catastrophique. Non, je pense que ça va venir comme je pense que on se demande. Il faut plus les regarder pour bien les apprécier. J'étais souvent sur le bord du cours à l'entraînement le matin, que ce soit Azarenka. Ah mais à l'entraînement c'est formidable. Non, mais le problème c'est qu'il n'y a plus de figure, Jean-Paul. Oui, mais je pense que je pense qu'on est dans une phase de reconstruction. Il y a quand même une carence là. Oui, c'est un tennis sans plan B. Voilà, le tennis féminin, c'est sans plan B. Si ça marche, c'est formidable. Si ça marche pas, on assiste à un... Justement, pas Errani. Pitoyable. Bah oui. Et pour revenir à ce que tu disais, il n'y a pas de figure. Rappelez-vous, il y a 10 ans, on disait c'est formidable, il y a Serena Williams, c'est Nink, Leicester, ce machin. On rabaissait le tennis masculin à 0 à cette époque-là. Je pense que là, on a vécu effectivement la même chose chez les filles, mais moi j'ai le sentiment qu'on est dans une phase de cristallisation des meilleurs, que le fait d'avoir Sharapova devant, ça va permettre aux gamines derrière de se consolider. Et je pense que dans 2-3 ans, le tennis féminin va dire oh, qu'est-ce que c'est formidable et qu'est-ce que ça joue bien. On est prêt à mettre ça, je pense. Et moi, je ne suis pas un grand fan de tennis féminin, donc je suis pas prêt à aimer le tennis. Je ne suis pas Alain de Flacieux. On a beaucoup aimé à certains moments le tennis féminin. Il y a 20 ans, avec les Célestes, les Graf, les Sabatini, là, il y avait vraiment des figures, des styles de jeu différents. Aujourd'hui, c'est un peu plus confus. Il ne faut pas confondre le tennis féminin et les toutes meilleures du tennis féminin. Mais c'est quand même beaucoup mieux maintenant qu'il y a 20 ans en général.
Moi, je suis un peu partagé par Maria Sharapova. Elle n'arrive pas, pour moi, à véhiculer de l'émotion. Je suis désolé, je ne suis pas ému par ce qui se passe sur le court avec elle. En revanche, effectivement, quelle volonté, quelle championne, quelle bosseuse. Et justement, on avait eu une discussion avec Patrice Dominguez, qui est assez copain avec Thomas Högstedt, le coach suédois de Sharapova. Et Patrice lui disait, mais c'est incroyable, elle joue toujours en diagonale, en revers. Il va bien falloir qu'elle joue un peu en long de ligne, il faut qu'elle y aille, il faut qu'elle prenne plus de risques. Et puis, Högstedt lui disait, mais non, en match, elle veut pas le faire. Elle a le sentiment que de toute façon, elle a un petit peu de marge face à son adversaire, donc elle veut pas prendre de risques, elle gère, etc. Et c'était marrant que Patrice nous raconte ça, parce qu'en finale, elle a complètement débloqué ça. Et alors, derrière long de ligne, et ça a souvent été ce qui lui a permis de faire la différence, elle en a fait plein. Donc, elle a vraiment quand même de la moelle, cette fille. Soyons clairs, elle joue pas au tennis pour l'argent, hein. Non, ça va. Elle a ce qu'il faut, elle est blindée, elle aurait pu faire une Kournikova, se barrer à 20 ans. Elle aurait pu s'arrêter et s'acheter des sacs Lancel ou je sais pas ce que vous voulez comme sac, mais là, elle est là pour le jeu, elle est là pour le sport, elle est là pour le plaisir de se mettre en danger sur le terrain de sport. Moi, je trouve ça remarquable. Ah oui, non, mais là, on acquiesce. Messieurs, on arrive malheureusement à la fin de cette émission. On va tirer le rideau de fer, on va fermer la boutique. Radio Tennis Play. Radio Tennis Play numéro 19, c'est terminé. Merci à vous quatre, merci aux équipes de RTL et de Tennis Play. Vous pouvez toujours nous contacter via notre page Facebook Tennis Play, notre compte Twitter Tennis Play TV ou par mail à l'adresse contact@tennisplay.fr. Le tennis à la télévision cette semaine. Le gazon, c'est parti. La transition est un peu brutale, hein, mais on n'a pas le choix. Il faut passer tout de suite. Oui. Le Queens. Du verre. ATP 250 avec Tsonga et Murray en tête d'affiche et proposé par Eurosport. Le 250, ATP 250 également avec Nadal, infatigable. Et Federer. Et diffusé par Sport Plus. Les dames, elles, sont à Birmingham. C'est un tournoi qui est également à suivre sur Eurosport. Et puis, vous pouvez à tout moment filer sur Tennis Play. Vous pouvez notamment y retrouver Jean-Paul, canal 140 de la Freebox ou par le menu VOD. Et évidemment sur internet, tennisplay.fr. La semaine prochaine, on se penchera notamment sur les secrets du jeu sur gazon, Jean-Paul. Mais pour aujourd'hui... C'est fini, Michel. C'est fini.